Bonjour et bienvenue à votre émission sportive régionale Sport Neuf Laval. Émission qui présente les jeunes sportifs lavallois et où on aborde le sport différemment. Cette semaine, on rencontre Félix Dumoulin, joueur de tennis de table et membre du club Réflexe de Laval. Avec Félix et mes experts invités, on discute de la gestion des attentes dans nos performances, de l'entraînement possible de nos réflexes et des enjeux ou des défis des longues journées de compétition. Bien sûr, on vous garde à l'affût des résultats les plus récents au niveau sportif régional avec notre bloc de nouvelles. C'est notre programme pour la journée. Nous sommes prêts. Êtes-vous prêts? On lance ça maintenant. Alors bonjour, on se retrouve aujourd'hui au Collège Le Tendre avec le club Réflexe de Laval et Félix Dumoulin qui est membre du club. Ça fait combien de temps? Ça fait à peu près 3-4 ans que je suis membre du club ici. Et tu joues au tennis de table depuis combien d'années? 9-10 ans à peu près, je joue au tennis de table. OK. Donc tu as commencé à jouer, tu avais quel âge? J'avais 8 ans. 8 ans? Ouais. Et puis qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce sport-là? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir participer à ce sport-là? Ben, avant de commencer le tennis de table, je jouais au hockey. Puis j'étais plus certain de vouloir jouer au hockey. Donc, chez moi, un jour, j'ai trouvé une raquette de tennis de table chez moi, puis j'ai demandé à mon père qu'est-ce que c'était. OK. Puis il m'a dit que c'était tennis de table, puis j'étais intrigué par la raquette, donc ça me tentait d'essayer. OK. Donc, on est allé essayer où il y a les manèges là, sur l'avenir. OK. Puis il y avait des tables, on a essayé. Puis après, j'ai commencé à aimer ça. Fait qu'on m'a inscrit au Centre Claude Robillard, au Club Prestige. OK. C'est là que j'ai commencé à jouer au tennis de table. Donc, tu as commencé avec le Club Prestige à Montréal. Ouais. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à progresser avec le Club Réflexe à Laval? Bien, j'ai eu plusieurs complications avec le Club Prestige. Puis les entraîneurs qui m'encadraient beaucoup, ils étaient partis. Puis donc, j'avais plus vraiment le plaisir de jouer là-bas. Donc, je suis venu ici pour faire un changement d'environnement. Okay, donc, et comment tu as trouvé justement ce changement d'environnement-là par rapport à peut-être tes performances ou ta motivation, ta qualité d'entraînement? Bien, quand je suis venu ici, j'ai recommencé à retrouver le goût de rejouer au tennis de table, puis à me donner de nouveaux objectifs pour atteindre les objectifs que je m'avais donnés quand j'étais plus jeune. Okay. Donc, justement, de la progression, ça se passe comment au niveau du tennis de table? Est-ce qu'il y a différents niveaux de compétition? J'imagine quand on commence à 9-10 ans, puis quand on est rendu à 18-19 ans, c'est différent? Ça dépend comment tu progresses. En Chine, à 9-10 ans, il y a des joueurs aussi forts que moi, même peut-être plus forts que moi. Okay. Puisqu'eux, ils commencent comme à 4-5 ans, puis ils sont vraiment poussés. C'est comme le hockey ici, ils sont vraiment poussés. Puis c'est ça. Là. Donc, dans ta progression, toi, tu as commencé à 9 ans, tu as joué, j'imagine, au niveau provincial, sur les circuits provinciaux. Puis à 11 ans, j'ai été à mon premier championnat canadien, puis je les ai gagnés dans le 11 ans et moins. Puis je m'attendais pas vraiment à ça, puis personne non plus. Puisque c'était mes premiers championnats canadiens, puis ça faisait 1 an et demi, 2 ans que je jouais. Donc j'étais un peu sous-estimé. Sous-estimé, puis tu as surpris par rapport à ta performance. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu dirais qui était peut-être un élément, justement, qui t'a amené à bien performer? Est-ce que tu es capable de faire un parallèle avec ce que tu as développé au niveau du hockey puis ce que tu as besoin au niveau du ping-pong, ou c'est complètement différent? Non, c'est complètement différent. Le tennis de table, c'est un sport individuel où tu as besoin de beaucoup de concentration. Je dis pas qu'au hockey, tu n'as pas besoin de concentration, mais c'est un sport d'équipe. Puis le tennis de table, genre, à un certain niveau, la concentration, ça devient vraiment important. Félix nous mentionne qu'il a gagné à sa première présence, sa première participation des championnats canadiens. C'est ce qui l'a amené à vouloir, en quelque sorte, continuer de progresser puis de cheminer dans son sport qui est le tennis de table. C'est un peu comme si pour lui c'était nouveau, il n'y avait pas nécessairement trop de pression, trop d'attentes. J'imagine que la gestion des attentes ou la gestion dans la réhabilitation, dans le processus de remise en forme ou de revenir au jeu, ça peut être un élément qui est important à gérer au niveau de l'athlète, ta relation avec un athlète. Effectivement, c'est un élément assez majeur dans la réadaptation. Dépendamment de la blessure, des fois où on s'attend à quelques jours, quelques semaines, des fois on peut s'attendre à quelques mois aussi. À ce moment-là, ça devient un peu plus flou. Est-ce que c'est 2 mois, 2 semaines?
C'est là la zone un peu grise. Ce qui est important à ce moment-là, c'est d'établir des objectifs à court terme, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Des objectifs un peu plus à long terme qu'on va pouvoir réviser au fur et à mesure de la réadaptation selon l'évolution à ce moment-là. Donc, ça motive un peu l'athlète avec des objectifs à court terme. D'ici 2 semaines, je vais atteindre ça. Dans 3 semaines, j'aurai le droit de faire ça. Puis après ça, on peut aller un peu avec des objectifs un peu plus précis pour le retour au jeu à long terme, quand on est dans cette zone-là. C'est là que ça devient un peu plus intéressant. Donc, au niveau des attentes, ça a aussi un impact. Ce que je comprends dans ce que tu me présentes, c'est qu'au niveau des attentes, au niveau des désirs ou des souhaits d'un athlète qui est en réhabilitation ou en retour au jeu progressif, ça va avoir un impact dans son cheminement. Ça peut avoir un impact positif dans son cheminement, dans son traitement à ce niveau-là. La meilleure façon de motiver encore plus son athlète, c'est de lui demander c'est quoi ses objectifs, puis de formuler les objectifs selon ses besoins aussi. C'est là que ça devient plus facile de gérer. D'avoir un athlète qui va s'engager puis qui va s'accrocher dans son processus. J'imagine que c'est un peu la même chose par rapport à ton travail, Maryse, dans ta préparation physique ou dans la progression d'un athlète. Il y a souvent, j'imagine qu'il y a souvent des attentes à gérer par rapport entre quand j'ai terminé ma saison l'année dernière puis là, ce que je veux avoir comme nouvelle saison. J'imagine que c'est des réalités avec lesquelles tu vas avoir à traiter. Oui, bien, ce qu'on fait pour faciliter l'établissement des objectifs court terme, moyen terme, long terme, c'est qu'on prend vraiment l'année avec les compétitions les plus importantes, puis on en discute avec l'athlète à dire, OK, pendant cette période-là, c'est cet aspect-là qu'on va travailler. Pendant l'autre période, on va avoir plus de temps, on va pouvoir travailler ça. Donc, à ce moment-là, l'athlète sait sur ses objectifs par période sur quoi on va travailler, puis il voit clairement comment il peut se fixer un objectif qui est mesurable puis atteignable à ce moment-là, en fonction de ce qu'on planifie ensemble travailler. Donc, il y a vraiment une gestion d'objectifs, une gestion de réalisation, de temps à progresser ou à cheminer à l'intérieur de ces éléments-là. Oui, parce qu'en fait, quand on approche d'une compétition importante, c'est pas nécessairement le temps, par exemple, de penser à augmenter la force maximale. Donc, les athlètes, des fois, on réalise pas, mais ils n'ont pas cette conscience-là. Dans leur tête, ils sont déterminés, ils disent, bien, il faut que je sois plus fort. Non, c'est pas le temps de travailler sur cet aspect-là. On va y arriver plus tard, quand on va avoir plus de temps, quand ça va être avoir une progression continue. Probablement, les plus jeunes athlètes, ou peut-être avec un peu moins d'expérience, ils vont avoir ce problème, cette volonté-là, ce souhait-là de toujours vouloir plus, mais dans un calendrier de saison, il faut vraiment considérer ces éléments-là. En fait, il faut être réaliste puis lui expliquer comment on va travailler puis qu'il soit d'accord aussi là-dedans. C'est vraiment important. Anne-Marie, au niveau de la nutrition, j'imagine aussi ça peut avoir des aspects, des éléments, un aspect important par rapport à ce qu'un plan nutritionnel peut apporter pour un athlète. Des fois, il y a peut-être une gestion à faire par rapport aux attentes puis aux souhaits, aux désirs des athlètes. Souvent, qu'est-ce qu'on va voir, ça va être par rapport à la gestion de la composition corporelle. Donc, souvent, par exemple, en tennis de table, s'il veut augmenter sa force musculaire, est-ce que, comme Maryse parlait, dans où qu'il est présentement, à quel moment qu'il est dans sa préparation physique, nous, ça va avoir une importance, comme je mentionnais dans d'autres émissions. Aussi, donc, où qu'il en est au niveau de son développement physique, donc au niveau de sa grandeur, au niveau de son poids, ça aussi, ça va avoir un impact sur l'alimentation. Qu'est-ce que je dois lui donner pour pouvoir atteindre ses objectifs? Donc, la gestion des attentes au niveau de la composition corporelle, au niveau de son développement, sa performance physique, ça va avoir un impact sur l'alimentation, en effet. Et c'est important aussi au niveau de la gestion des attentes pour la performance, moi, en lien avec la préparation mentale. Souvent, c'est justement... Je prends souvent l'exemple de la première compé ou de la première raison pourquoi on a embarqué dans un sport. Puis souvent, on va reconnecter l'athlète avec le plaisir, le fun de performer. Donc, si on veut amener une façon positive à progresser, je pense que c'est justement de peut-être réduire cette pression-là supplémentaire qu'on se met quand on veut atteindre des objectifs puis performer à un certain niveau. Karine Dufour se souviendra longtemps de ses premiers championnats du monde de trampoline et tumbling qui se sont déroulés à la fin du mois de novembre à Oddesund, au Danemark. La Lavalloise a remporté la médaille d'or au concours par équipe de double mini-trampoline. Âgée de 20 ans, l'athlète de Sainte-Rose faisait partie du quatuor ayant mené l'équipe canadienne sur la plus haute marche du podium. Après le match tumultueux du 27 novembre, les Prédateurs de Laval ont essuyé un deuxième revers consécutif face aux 3L de Rivière-du-Loup par le pointage de 3-1 le 5 décembre.
Gabriel Lévesque a compté l'unique but des Lavallois au début du troisième tiers. Le gardien de but, Karel Saint-Laurent, a repoussé 29 des 31 tirs dirigés contre lui. Yannick Clément, qui cumulait les fonctions d'entraîneur et de coordonnateur offensif des Nomades du Collège de Montmorency, ne sera pas de retour à la barre de la formation de football. La direction a décidé de prendre un virage en voulant embaucher un entraîneur à temps complet. En raison de mon travail, je ne pouvais accepter le poste à temps plein. Je ne suis pas amer et je comprends la décision, a-t-il déclaré. Félix, tu me mentionnais que tu avais progressé rapidement au niveau de tes performances. J'imagine aussi que ça a un lien avec l'entraînement que tu peux y mettre. Comment ça fonctionne? Tu passes combien d'heures d'entraînement? Est-ce qu'il y a de l'entraînement uniquement en joute ou il y a d'autres choses que tu dois travailler aussi dans ta préparation? Bien, on doit pratiquer la technique de base qui est super important. Puis, comme à chaque période, on choisit qu'est-ce qu'il faut faire. Comme dans la saison plus tranquille, on fait plus de régularité, on corrige plus nos gestes. Puis quand il arrive plus proche du tournoi, on fait plus des trucs qui peuvent plus nous aider en tournoi. Comme des exercices, des matchs, des services retours. Donc, il y a vraiment plus une préparation qui va être développée en lien avec les exigences de la saison. Ça dure sur combien de temps, à peu près, une saison? Je dirais que ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais? Non. La période morte ou la période un petit peu plus tranquille, c'est quoi? C'est plus en été, mais en été, il y a juste un tournoi puis championnat canadien. Donc, c'est plus après le championnat canadien que c'est plus tranquille. Fait que je dirais de fin juillet comme à fin août, c'est le plus tranquille. Mais je continue quand même à m'entraîner parce que le tennis de table, plus que c'est un sport de réflexe, ça se perd quand même vite. Donc, c'est vraiment justement de continuer à maintenir les réflexes affûtés, aiguisés pour que même dans la période morte, on n'ait pas trop de perte d'avantage. Bien, quand on revient, pas recommencer je dirais pas à zéro, mais comme être quand même, bien se sentir avant de commencer. Est-ce qu'au niveau, justement, aussi, on travaille les réflexes, mais est-ce qu'il y a une certaine préparation physique qui va être faite aussi à travers ta préparation? Oui, les gens, ils connaissent pas trop le tennis de table au Québec, donc ils pensent que c'est juste de tennis de table de sous-sol, ping-pong. Mais c'est vraiment exigeant, puis comme s'ils verraient les entraînements qu'on fait, ils verraient que c'est quand même exigeant physiquement. Puis il faut vraiment être prêt parce qu'on joue plusieurs matchs dans une journée, fait qu'il faut rester quand même en forme. On commence à 9h, puis ça peut finir à 9h, 10h le soir là, dans les gros tournois. Là. Et puis à ce moment-là, tu auras joué combien de matchs dans ce 12 heures-là d'une compétition? Bien, ça dépend des tournois, là, mais les tournois qu'on a ici, à peu près 6 par année, on joue à peu près entre 7 et 10 matchs par jour. Maryse, on a Félix qui nous mentionne que le tennis de table, c'est un sport de réflexe dans sa préparation, dans sa progression. C'est vraiment une façon à gérer son entraînement puis à gérer sa progression dans son calendrier, dans sa saison. Souvent, on pense préparation physique, on pense au niveau musculature, on pense physique. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire au niveau des réflexes? Est-ce qu'il y a possible de s'entraîner au niveau des réflexes? Bien oui, en fait, on entraîne presque à l'année longue. Il y a une certaine partie au niveau de la coordination des réflexes ou de la vitesse à un certain degré variable selon ce qu'on veut vraiment développer. Mais oui, c'est possible, puis particulièrement avec des jeunes athlètes. C'est pendant la période de croissance. Donc, quand le système nerveux est en train de tout se développer, que c'est là qu'il faut miser sur le développement de la vitesse, de la coordination, de l'agilité, donc des réflexes, du temps de réaction. C'est là qu'il faut vraiment développer au maximum parce que le système nerveux est plus malléable. Donc, on va essayer de mettre l'athlète dans des situations les plus variées possibles pour lui permettre de s'adapter à un maximum de situations. Évidemment, on essaie de faire des situations qui sont le plus proches possible de la réalité du sport de l'athlète, mais on essaie aussi de varier avec des jeux des fois très créatifs, différents, qui vont amener l'athlète à développer ça. J'imagine, dans la réalité où on a un athlète qui est blessé aussi, ça peut avoir un impact justement de ne pas perdre ses réflexes. Est-ce qu'il y a une façon de travailler un retour au jeu ou une réhabilitation en considérant cet aspect-là? C'est sûr que si on veut cibler les réflexes, à la base, un réflexe, c'est pas juste une main, un bras, un coude qui bouge. Ça passe par le visuel. On voit la balle arriver dans cette condition-là. Après ça, on analyse ce qu'on veut faire, puis le mouvement se crée assez rapidement par la suite. Dans un cas où, par exemple, douleur à l'épaule ou au coude, on ne peut pas travailler la progression du réflexe, on peut aller travailler de l'autre côté,
Côté visuel, on peut juste, champ visuel, essayer de visualiser des objets rapides. Il y a des applications, on parle beaucoup cellulaire, iPad, tout ça, qu'on peut aller chercher des applications qui peuvent nous aider jusqu'à un certain point. Au niveau d'un réflexe qu'on veut entraîner, il faut savoir que c'est une plasticité neuronale au niveau du cerveau qu'on vient modifier. C'est pour ça qu'en jeune âge, c'est plus facile d'améliorer nos réflexes. Le cerveau s'adapte beaucoup plus rapidement. Mais c'est pas dit qu'après 30-35 ans, on ne peut plus le modifier non plus. C'est juste un peu plus long, ça demande un peu plus d'entraînement. Le niveau qu'on veut atteindre peut être un peu moins élevé côté maximal de performance, mais il y a toujours un entraînement possible. Puis oui, même si on ne peut pas utiliser notre bras droit, par exemple, pour pratiquer pendant un certain temps, il y a toujours des façons de... Puis tu parles de visualisation, Thierry, puis il y a des recherches qui démontrent au niveau de la préparation mentale, justement, pour un retour au jeu, pour un moment où on a été arrêté. La visualisation est un outil qui, justement, va permettre à un athlète de revenir au jeu à son niveau plus rapidement. Donc, même si physiquement, le travail ne se fait pas, le mouvement ne se fait pas, dans une visualisation où on va se voir frapper les balles ou retourner les balles, ça va amener justement à gagner plus rapidement une fois qu'on va embarquer l'aspect physique dans le retour de jeu, à revenir plus rapidement au jeu. Au niveau des réflexes, au niveau nutritionnel, j'imagine qu'il y a peut-être une recette qui va faciliter la rapidité d'exécution, Oui, la réponse rapide. La rapidité du mouvement va beaucoup être reliée avec la digestion. OK. Comme par exemple, les glucides, c'est les éléments qui sont plus faciles à digérer. Donc, si un athlète va prendre des glucides juste avant de faire son activité, c'est sûr qu'il va permettre d'avoir une vitesse un peu plus grande que si, par exemple, on prend quelque chose qui est très gras ou très protéiné, ça prend du temps parce qu'il ne faut pas oublier que le sang, il faut qu'il se rende aux muscles et non à l'estomac. Donc, si on prend quelque chose que ça prend du temps à digérer, bien, le sang va se rendre à l'estomac plutôt que le muscle. Donc, ça peut ralentir la vitesse des exécutions, en effet. Comme en tennis de table, un repas gras et très protéiné, c'est peut-être pas l'idéal. Donc, Félix, on mentionnait que c'est pas le tennis de table, c'est pas nécessairement le ping-pong de sous-sol. Comment tu pourrais peut-être mieux expliquer l'ampleur? J'imagine que tu as des objectifs. J'imagine qu'au niveau international, tu mentionnais au niveau asiatique des joueurs qui sont très dominants. Qu'est-ce qui peut être disponible pour un athlète qui veut performer? Puis c'est quoi les exigences pour progresser dans ce sport-là? Bien, selon moi, un athlète canadien, comme quand il atteint un certain niveau, il ne peut pas rester ici parce que c'est pas un sport très évolué ici. Donc, il doit s'entraîner en Europe, en Chine, même en France, n'importe où, qu'au Canada. Mais ça coûte beaucoup d'argent, donc c'est pas tout le monde qui peut se le permettre de le faire. Donc, il y a vraiment une réalité en quelque part à un certain niveau de devoir considérer l'international pour continuer sa progression. Oui, parce que comme ici, il n'y a pas beaucoup de joueurs, mais dans les autres continents, il y a beaucoup de joueurs. Juste en France, il y a à peu près 200 000 joueurs inscrits comme dans la liste de joueurs affiliés. Donc, c'est quand même beaucoup, là, c'est juste en France. En Chine, je ne sais pas c'est combien, mais ça doit être encore plus grand. Ouais. Comparativement, est-ce que tu es à niveau, tu parles de la France avec 200 000 joueurs, est-ce que tu as une idée au niveau du Canada, combien il y aurait de joueurs affiliés? Peut-être 3 000 à 4 000. OK. Peut-être plus, peut-être moins. Je ne sais pas exactement combien, mais pas plus que ça. Donc, il y a quand même une grosse différence de grandeur là, entre les deux continents et entre les deux pays. Là, par rapport. La France, c'est bien plus petit que le Canada. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, par rapport à toi, ta progression et tes objectifs pour la prochaine saison, qu'est-ce que tu es en train de regarder? Quel est ton cheminement là, par la suite? Bien, à partir de janvier, je vais changer de catégorie. Je vais devenir senior. Donc, en mars prochain, il va y avoir les championnats seniors du Québec à Drummondville. Puis j'aimerais finir dans le top 5 parce que c'est un objectif que j'aimerais atteindre. Puis je sais qu'il faut que je travaille fort pour l'atteindre parce qu'il y a quand même, au Québec, on a quelques joueurs quand même assez forts. Donc le niveau est assez relevé au niveau de la compétition québécoise? Oui, en senior, oui. Il y a des joueurs beaucoup à peu près de même niveau, là. Qu'est-ce que tu penses qui fait la plus grande différence entre un joueur junior et un joueur senior, d'après toi? C'est sa préparation avant les tournois, comment il joue en tournoi, sa préparation, puis c'est plus son mental. Comme plus mature, on atteint plus notre maturité plus qu'on vieillit, fait que c'est ça qui fait la différence. Donc là, toi, à 18 ans, 19 ans, tu rentres dans la catégorie senior, tu prévois faire une carrière dans cette catégorie-là depuis combien d'années?
à chaque année, moi, je prends ça une année à la fois, là, parce que voir trop loin, c'est le fun, mais aussi, il faut aller en année. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Il faut être réaliste dans nos projections, dans nos objectifs. Donc, toi, pour la prochaine année, tu t'es fixé cet objectif-là. Est-ce que tu aurais l'intérêt ou le goût ou la motivation d'aller peut-être continuer ton développement à l'international, comme tu mentionnais plus précédemment? Oui, c'est sûr que ça serait le fun, mais il faut trouver les sous, là, puisque ça coûte quand même beaucoup d'argent. Donc, les besoins financiers, c'est un obstacle majeur là, pour ta progression à toi. Oui, c'est quand même un obstacle parce que ça coûte quand même cher. Il faut aller en Europe. Ça ne sert à rien d'aller en Europe comme une semaine ou deux. Il faut comme y aller comme 5-6 mois au moins. Il faut passer une bonne période de temps pour progresser là-bas puis profiter de l'expérience là-bas. Anne-Marie Félix nous mentionne que ces journées de compétition, ça peut être de longues journées. On parle de 10, 11, 12 heures, ou à l'intérieur duquel on va peut-être connaître 9, 10 matchs. Donc, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les éléments importants à considérer pour ces longues journées-là, puis d'avoir un niveau de performance intéressant, parce que plus on va avancer, plus les matchs vont être importants aussi. Oui, mais s'assurer d'avoir un bon niveau d'énergie, comme tu viens juste de mentionner. Donc, tout d'abord, il faut s'assurer que l'athlète ait suffisamment de glucides tout au long de la journée. T'sais, on a tendance à dire, les glucides, on enlève ça, mais c'est très important pour nourrir le cerveau puis nourrir les muscles. Comme je disais tantôt, ça nous permet aussi d'exécuter les mouvements plus rapidement. Donc, il faut, avec l'athlète, trouver, est-ce qu'on va prendre des glucides rapides, des glucides lents? Il faut que je fasse un mix des deux. Donc, comme par exemple, est-ce que j'y amène une barre énergétique ou je suis mieux de lui donner un fruit avant ses compétitions? Puis c'est combien de temps avant? Parce que aussi la digestion va avoir un impact. Parce que je ne peux pas lui donner des fruits tout le long de la journée. À un moment donné, il va avoir une baisse d'énergie. Fait qu'il faut que je m'assure qu'il y ait des protéines aussi. Donc, on va vraiment s'assurer de faire une planification au cours de la journée. Quand est-ce que je mets mes protéines? Quand est-ce que je mets mes glucides? Pour avoir le bon niveau d'énergie, mais avoir une bonne digestion aussi. Donc, il y a vraiment une préparation, il y a vraiment un calendrier, si tu veux, dans ces longues journées de compétition-là à expliquer ou du moins à définir pour que la performance de l'athlète soit importante. Souvent, avec l'athlète, on y va avec des moments. Donc, 15 minutes avant, qu'est-ce que je dois faire? 30 minutes avant, 1 heure avant. Donc, il y a vraiment une cédule d'activité et d'alimentation à faire. Et aussi l'hydratation, parce que ça, on n'y pense pas, mais l'hydratation est très importante. Puis, comme on dit, il ne faut pas commencer à s'hydrater juste 15 minutes avant d'aller sur le tennis de table, parce que sinon, ça va être très difficile. Donc, il faut harmoniser le tout. J'imagine qu'il y a aussi peut-être une planification pour arriver avec une banque d'énergie importante, peut-être dans la semaine qui précède la compétition. Donc, aussi, c'est important. Souvent, qu'est-ce qu'on a vu dans des activités de plus de 90 minutes, on va demander de faire une surcharge en glycogène. Donc, s'assurer que l'alimentation a assez de glucides la veille pour s'assurer d'avoir une bonne réserve de glycogène dans le foie pour permettre que si l'athlète n'est pas capable de manger avant sa compétition, il va avoir au moins un petit peu d'énergie. Donc oui, les 2 journées avant vont être aussi primordiales, puis aussi pour l'hydratation, pour s'assurer d'avoir au moins son 3 litres d'eau. Donc quand on regarde toute cette planification-là, souvent tu dis, il faut essayer de trouver la recette avec l'athlète. J'imagine que c'est une préparation qu'on va tester ou qu'on va mettre en essai lors des entraînements pour qu'on n'ait pas de surprise au niveau d'une journée de compétition? En entraînement puis en compétition qui sont moins importantes. Okay. Donc, souvent, les petites compétitions que j'appelle les provinciales et régionales, là, on va dire, OK, c'est le temps de tester. On va voir qu'est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas avant de l'avoir testé en entraînement puis par la suite dans ces compétitions-là. Merci. Thierry, au niveau des blessures, j'imagine aussi que ça peut avoir un impact quand on a un athlète qui est soit blessé ou qui revient de blessure, d'avoir une longue compétition comme ça. Est-ce qu'on peut prévoir encore là peut-être un programme de traitement de la même façon qu'on prévoit un calendrier ou un horaire au niveau de la nutrition? C'est sûr que le jour même, on ne peut pas créer des miracles non plus. S'il y a une blessure en plein milieu de la journée, qu'il reste 6 matchs à faire, oui, on peut faire taping, oui, on peut appliquer certaines crèmes, glaces au besoin, dépendamment de la condition. Souvent, c'est avant la compétition, s'il y a une blessure, c'est de s'assurer est-ce que je suis capable de faire un match. La plupart du temps, on va dire que oui, je suis capable de faire un match. Est-ce que je suis capable d'en faire 2, 3, 4, 5, même 6 matchs? C'est là que ça devient plus difficile. C'est là qu'on va des fois attendre un peu plus longtemps avant de retourner au jeu, en prévision justement à ce que je pense me rendre en demi-finale, en finale de la compétition, versus un joueur qui me dit je sais que c'est une grosse compétition, je ne suis pas rendu à ce niveau-là, je vais faire 2, 3 matchs, puis je risque d'être éliminé.
tant mieux si réussi à aller plus loin. Ça devient un peu plus challengeant à ce moment-là, mais c'est de prévoir aussi, j'ai combien de matchs, je prévois en faire combien, ça va être quelle intensité. Est-ce que je me prends contre un joueur de haut niveau que je sais que je vais devoir me donner un peu plus, ou ça va être un peu plus relax comme match pour m'en permettre un peu plus en prévision du reste de la journée aussi. Fait que c'est de penser global avant d'agir, de retourner au jeu pour prévoir justement un retour Maryse, plus efficace. rapidement, j'imagine qu'au niveau de la préparation physique, il y a une planification à faire pour ces longues journées-là, ou c'est surtout en off-season qu'on va faire ça? Bien, en fait, en off-season, ce qu'on va faire, c'est d'essayer de donner un maximum d'endurance, autant cardiovasculaire que musculaire à l'athlète pour qu'il ait un bon fond. Et on va aussi lui apprendre à gérer son énergie puis être le plus efficace et économe possible au cours Pour de la journée. durer dans ces longues journées de Exactement. compétition. L'Association provinciale des arbitres de football a rendu un vibrant hommage au Lavallois Pierre Smith le 7 novembre lors d'un match des Carabins à l'Université de Montréal, soit au Sepsum. Smith a connu une carrière de plus de 30 ans comme officiel. Il a aussi œuvré au sein du football lavallois, ayant notamment été directeur des Vikings de Laval-Nord et de Football Laval. Rosanne Dubois, du club de nage synchronisé Synchro-Laval, a reçu le prix Pierre Marchand Détermination et Persévérance 2015 dans le cadre du 54e Mérite sportif lavallois le 24 novembre. Cette récompense permet d'honorer une personne qui, par sa détermination et malgré les épreuves, persiste à pratiquer sa discipline, devenant ainsi un exemple pour tous ceux qui la côtoient. Âgée de 12 ans, Rosanne pratique la nage synchronisée depuis 4 ans. Elle vit avec un handicap auditif qui lui permet d'entendre qu'à 50 de ses capacités. Yona et Maria Guetta, ainsi que l'entraîneuse Johanna Vasquez du club de nage synchronisé Synchro-Laval, a reçu une bourse du programme Alimenter l'excellence des athlètes 2015. Elle a reçu un montant de 15 000 $. En effet, Petro-Canada, une entreprise de Suncor, a dévoilé récemment les noms des lauréats. Les sœurs Guetta ont remporté la médaille d'or cet été à une compétition internationale présentée à Calgary. Je tiens à remercier notre invité de la semaine, Félix Dumoulin, ainsi que mes collaborateurs, Anne-Marie, Thierry, Marie. C'est toujours intéressant de discuter, d'échanger avec vous. Vous voulez revoir l'entrevue ou réécouter certaines portions de l'émission? Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Ainsi, vous aurez accès à tous nos archives. Encore mieux, vous voulez interagir avec l'équipe? Suivez notre fil Twitter à Sport9 Laval et utilisez nos mots-clés « Questions pour un expert » pour poser directement votre question à un de nos experts. Il nous fera plaisir de vous répondre. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous invite à un prochain rendez-vous sportif. À la semaine prochaine.